Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Dans quelques jours, le gouvernement va présenter officiellement la réforme des retraites. Des manifestations sont d'ores et déjà annoncées ce jour-là, vendredi prochain. Les débats débuteront mi-février à l'Assemblée nationale, en pleine campagne des élections municipales. Mais tout s'entrechoque. Et voilà qu'il est déjà question de la présidentielle de 2022. Jeudi, Marine Le Pen a annoncé sa candidature avec un projet de grande alternance pour remettre le pays sur pied, du jamais vu alors qu'Emmanuel Macron n'est qu'à mi-mandat. La présidente du Rassemblement national, bonjour. Bonjour. Et députée du Pas-de-Calais, notre invitée aujourd'hui. Merci d'être sur ce plateau. Quelle semaine? On va passer en revue la semaine en 3 images. D'abord, le président de la République et son épouse exfiltrés d'un théâtre à Paris vendredi soir. Vous avez aussitôt condamné ces événements, tout en accusant Emmanuel Macron de contribuer aux violences sociales. Donc finalement, vous renvoyez tout le monde dos à dos. Non, pas vraiment. Moi, je pense que tout acte de violence, de blocage, d'intimidation, du type de ceux qu'on a pu voir dernièrement, doit être condamné sans réserve et avec la plus grande fermeté. Parce que dans une démocratie, le combat politique, il s'exprime avec des idées, il ne s'exprime pas par ce type de violence. Donc je n'admets pas que qui que ce soit, et a fortiori le président de la République, puisse être intimidé par ce type de comportement. Mais il est vrai qu'Emmanuel Macron s'est présenté comme étant un candidat qui devait unir le pays. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que cela fait 14 mois maintenant que la France est à feu et à sang. Et le point commun entre la contestation exprimée par les Gilets jaunes et la contestation aujourd'hui de la réforme des retraites, qui touche à peu près toutes les professions, c'est quand même Emmanuel Macron. On va y revenir. Il y a eu aussi le début d'incendie à la Rotonde, le restaurant à Paris où le président de la République avait fêté sa victoire à la présidentielle. En général, quand il y a ce genre d'événement, vous critiquez ou vous mettez souvent en cause l'extrême gauche, pas cette fois-ci. Je vais répéter 1000 fois la même chose. Je le répète depuis que François Hollande était déjà président de la République. Vous pensez que c'est signé de l'extrême gauche, donc? Enfin rien, mais on sait qu'il y a des milices d'extrême gauche qui œuvrent à chaque manifestation, qui détruisent, qui brûlent, qui agressent. Ces milices le font en toute impunité. Les structures qui sont les leurs ne sont pas dissoutes, alors que leur moyen d'action est la violence, on le sait. Hein. Donc là, est-ce que vous voyez la patte de l'extrême gauche? Donc je pense qu'il y a quand même une volonté de la part du gouvernement, pendant l'affaire des Gilets jaunes, de se servir en quelque sorte de ces milices d'extrême gauche pour discréditer le mouvement social en les laissant semer le chaos et en tentant d'effectuer un amalgame avec tous ceux qui contestaient la politique d'Emmanuel Macron. Alors, ça amène à la question des violences policières dans les manifestations, à la suite de plusieurs plaintes qui ont donné lieu d'ailleurs à des enquêtes de l'IGPN, que ce soit lors des manifestations des retraites, comme lors du mouvement des Gilets jaunes il y a un an. Le gouvernement, Emmanuel Macron en premier, dit « on ne doit pas parler de violences policières ». Et pour vous? C'est-à-dire que quand il y a des violences commises par des policiers, il faut dire que ce sont des violences commises par des policiers. Policières, non. Je pense que beaucoup de policiers sont eux-mêmes choqués quand ils voient ce type d'image. Mais il n'y a pas de mauvaises troupes, Monsieur Le Tellier, il n'y a que des mauvais chefs. La réalité, c'est que si on assiste à la multiplication d'un usage disproportionné de la force, c'est parce qu'il y a des instructions qui ont été données en matière de maintien de l'ordre. Vous visez qui, là, quand vous dites ça? Je vise le ministre de l'Intérieur et je vise, pour les manifestations qui se déroulent à Paris, très clairement, le préfet de police de Paris, celui qui avait expliqué à une manifestante qu'il n'était pas dans le même camp qu'elle, dans le même camp qu'elle. C'est la première fois que vous le ciblez, le préfet de Paris. Propos extrêmement critiquables dans une république. Or, des instructions ont été données de maintien de l'ordre qui sont des instructions qui ont suscité la montée des tensions. Ça me paraît très clair. On a même vu, Monsieur Le Tellier, revenir les voltigeurs qu'on n'avait pas vus parce qu'ils avaient disparu depuis 34 ans. Vous savez, les voltigeurs à qui on a donné d'ailleurs des matraques qui sont évidemment des objets pour frapper à la place des tonfas, qui sont des objets pour écarter. Donc il y a quand même une stratégie de montée des tensions. Est-ce que vous voulez dire, Marine Le Pen, que Didier Lallement doit quitter son poste? Non, mais je vais terminer ce que je veux dire. Oui, bien sûr, mais je vais terminer ce que je veux dire. Vous demandez la démission du préfet de police de Paris. Maintenant, si vous voulez, les policiers, cela fait 14 mois qu'on les a mis dans ces situations. Ils sont terriblement fatigués. Ils sont épuisés moralement, ils sont épuisés physiquement, ils sont agressés parallèlement
dans les banlieues tous les jours sans que personne ne semble rien dire. Leurs familles sont prises à partie, sont menacées dans leur lieu de vie, dans leurs habitations même. Ils sont agressés et menacés quand ils sont en civil. Et je pense que la plus grande faute morale et politique que l'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est précisément par son comportement d'avoir jeté des Français contre des Français, c'est-à-dire pendant des mois des Gilets jaunes contre des policiers contre des Gilets jaunes. Et est-ce que vous vous rendez compte quand même, Monsieur Le Tellier, que le peuple français, qui avait au moment des attentats à l'égard de la police reconnaissance, respect, soutien, eh bien, avec l'action qui a été menée par l'exécutif, une partie du peuple français aujourd'hui a de l'inquiétude à l'égard de la police. Mais je voudrais juste que vous du précisiez votre propos, Marine Et Le je Pen. trouve que c'est terrible d'avoir fait ça à la police, permettez-moi. Vous mettez en cause le préfet de police de Paris. Oui, je mets en cause... Et vous souhaitez qu'il s'en aille. Mais bien sûr, je vous le dis très clairement. Nouveau, je mets en cause le préfet de police de Paris. Les choix qui ont été faits par lui en matière de maintien de l'ordre sont des choix qui, évidemment, ont poussé à l'aggravation des tensions, à l'aggravation des violences. La souricière qui a été mise en place à la place d'Italie au moment des Gilets jaunes est une technique qui est insensée et qui, évidemment, ne pouvait qu'entraîner, encore une fois, une montée des tensions. Je pense que la France a besoin de calme, elle a besoin de respect, et ce respect, nous devons l'exiger, y compris du préfet de police de Paris. On va revenir à la France, mais un petit détour par les États-Unis. Parce que Donald Trump est sous le coup d'un procès en destitution mardi prochain. Il y a peu de chances qu'il soit destitué malgré tout. Est-ce que pouvoir destituer un président de la République en France, c'est une idée que vous défendriez, vous ? Enfin, pardon, mais c'est déjà le cas. Hein. Oui, mais pour des cas de haute trahison ou de maladie mentale. Bon. Non, ça a été introduit dans la Constitution en 2008 pour des manquements à ses devoirs manifestes, incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc ça existe déjà. Mais ce n'est pas notre système politique. Dans notre système politique, lorsque on est confronté à de très lourdes difficultés, on demande la dissolution. C'est d'ailleurs ce que j'avais demandé au moment des Gilets jaunes. Mais si le système américain, et vous réitérez. Si le système américain était applicable en France, je pense qu'une procédure d'impeachment aurait été engagée au moment de l'affaire Benalla, très certainement. 46 jours de grève et manifestations contre la réforme des retraites, un mouvement historique. À quel point l'UNSA et RATP a appelé à suspendre la grève, donc les métros devraient redémarrer normalement dans Paris demain. D'après vous, est-ce que les syndicats sortent affaiblis de ce bras de fer ? Non mais excusez-moi, mais ce sont tous les Français qui sortent affaiblis. Mais les syndicats d'abord. De cette réforme des retraites. Les syndicats, est-ce que vous leur dites bravo d'avoir tenu pendant 46 jours ? Qu'est-ce que vous le... Mais j'ai pas à leur dire quoi que ce soit. Moi, je suis à la différence d'un certain nombre de journalistes. Je suis pas là pour accorder des bons points et des mauvais points. Pas journaliste, ça, je suis pas professeur de morale. Moi, je constate que les syndicats font ce pourquoi ils sont créés, c'est-à-dire la défense de leurs membres. Moi, je suis responsable d'un grand parti politique. Et je m'oppose à la réforme des retraites parce que cette réforme des retraites, elle va avoir des conséquences que je crois catastrophiques pour l'ensemble des Français. Et je ne suis pas la seule à le penser, puisque, encore une fois, cette réforme des retraites, elle fait l'unanimité contre elle. On va revenir sur les détails, justement. Mais vous avez dit aussi que les syndicats devraient revoir leur mode d'action. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, par exemple, de plus, à part faire des grèves, faire des blocages? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus? Par exemple, ils pourraient faire la grève de la gratuité. Oui, mais vous savez qu'ils sont dans l'illégalité quand ils font ça. Eh bien, voilà quelque chose qui devrait être discuté devant l'Assemblée nationale. Je pense que le fait de pouvoir faire la grève de la gratuité, c'est-à-dire de ne pas faire payer les services publics pour exprimer une contestation, mais sans nuire aux gens qui travaillent, qui souhaitent se déplacer, eh bien, voilà quelque chose qui permettrait peut-être de pacifier la contestation. Ça devrait être dans la loi, vous dites. La contestation. Ça devrait être dans la loi. Oui, ça devrait, je pense, être autorisé. Je pense que c'est un moyen d'action auquel il faut réfléchir, plutôt que les scènes auxquelles nous avons assisté, et dont, évidemment, des millions d'usagers des transports sont victimes. Pas seulement, les commerçants aussi, qui disent avoir perdu beaucoup d'argent, notamment à Paris. Vous allez entendre la question que nous a envoyée Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME d'Île-de-France, pour vous. Bonjour Madame Le Pen. Depuis 45 jours, vous soutenez le mouvement des grèves dans les transports, dures et persistantes, alors que nos petites entreprises, nos commerces sont mis à mal. Ma question est simple, pourquoi? Je vous remercie. Je vous laisse répondre. Bon, d'abord, excusez-moi, mais s'il y en a un qui est responsable des blocages des grèves et de l'inconvénient
qu'a été ces grèves pour des millions de Français, c'est Emmanuel Macron. Donc vous lui dites, allez voir Emmanuel Macron. Exactement. Allez à l'Élysée lui dire. Parce que ça n'est pas moi qui ai décidé d'engager la réforme des retraites 3 semaines avant Noël, sachant pertinemment que cette réforme des retraites mettrait dans la rue des centaines de milliers de personnes, mettrait dans la rue des dizaines et des dizaines de professions. C'est Emmanuel Macron. Il fait ça 3 semaines avant Noël. Donc en réalité, il cherche le désordre. Cet homme qui s'était présenté encore une fois comme le président de l'ordre est le président du désordre, il est le président de la fracturation, il est le président de la désunion de la France. Donc c'est à lui qu'il faut s'adresser. Alors... Moi, j'avais une proposition simple pour cette réforme des retraites. Faisons un référendum. Ça touche tous les Français. Par conséquent, tous les Français ont leur opinion à donner sur cette réforme des retraites. Ça aurait arrêté immédiatement les grèves, arrêté toute forme de blocage, et ça aurait permis un débat apaisé et un vote des Français, pour peu qu'on respecte ce vote, bien sûr, qu'on ne fasse pas comme pour le référendum en 2005. En attendant, il va y avoir les débats à l'Assemblée nationale dès le 17 février. S'il y a une motion de censure, parce que c'est dans l'air, est-ce que vous la signerez, d'où qu'elle vienne ? Non, pas obligatoirement, parce que je sais que cette motion de censure, de toute façon, elle ne passera pas. En Marche a la majorité très large à l'Assemblée nationale. C'est une majorité d'apparat, en réalité, puisqu'il ne représente pas majoritairement l'avis des Français. Mais enfin, c'est le mode de scrutin qui veut ça. Et je ne suis pas obligée de faire la campagne de communication de M. Mélenchon. Parce que c'est ça, en réalité, donc, le fond du sujet, c'est de faire la campagne de pub de M. Mélenchon. Il n'a pas besoin de moi pour la faire. Alors, à l'inverse, est-ce que vous allez présenter des amendements et sur quoi? Ah oui, on va présenter déjà un amendement, la suppression de la réforme des retraites. Totale. Et alors est-ce que vous mettez au défi les autres députés de le voter, cet amendement? Mais bien sûr, parce que cette réforme des retraites... on ne comprend toujours pas quel est son objectif. Elle va coûter plus cher que le déficit qu'elle est censée combler. Elle va entraîner la baisse de toutes les pensions de tous les Français. Elle est contestée par l'intégralité des professions. Elle entraîne un hold-up sur les réserves des systèmes autonomes des professions libérales, mais aussi de l'ensemble des salariés. Les avocats, par exemple. Privés, vous êtes avocate. Par exemple, les avocats, mais pas que. Non, mais prenons-les, puisque vous êtes avocate de profession, vous pourriez aller les défendre, descendre dans la rue avec les avocats, ou est-ce que vous avez prévu d'ailleurs d'aller les voir? Non, mais si j'avais été avocate encore, bien sûr, mais je les soutiens eux, mais je soutiens aussi, Monsieur Le Tellier, les militaires qui contestent la réforme, les policiers qui contestent la réforme, les petits rats d'opéra qui contestent la réforme, les kinésithérapeutes, les médecins, tout le monde. Mais écoutez, parlons des militaires. Le Conseil supérieur de la fonction militaire vient de rendre un rapport aujourd'hui. Oui, c'était publié dans Le Parisien. Aujourd'hui, pour dire que cette réforme des retraites allait avoir des conséquences extrêmement négatives pour les militaires. Mais à qui elle va bénéficier, cette réforme des retraites, sérieusement, à part peut-être, effectivement, aux fonds de pension et aux grandes assurances qui vont pouvoir mettre en place des complémentaires par capitalisation. À qui va-t-elle donc bénéficier? Donc quand une réforme ne bénéficie à personne, évidemment qu'il faut s'y opposer. Sur des points précis, j'ai besoin que vous nous clarifiez certaines choses. Par exemple, la réforme là, qui est présentée, c'est un système à points. Vous êtes opposé, vous, à un système à points? Oui. C'est l'idée d'un régime universel, le même pour tout le monde. Vous y êtes opposé? Le même pour tout le monde. C'est une plaisanterie. L'idée, c'est ça. Oui, non, mais d'accord. Enfin, l'idée de base, c'était ça. Mais sur l'idée du régime universel, écoutez, vous êtes opposé à ça? L'idée de base, c'était ça. Mais déjà, moi, je suis contre, parce que je pense que chaque profession a sa spécificité. Chaque profession a sa pénibilité. Mais c'est d'ailleurs, Monsieur Le Tellier, tellement vrai que le gouvernement nous a indiqué qu'il voulait supprimer les régimes spéciaux et que parallèlement, il ne cesse depuis des semaines et des semaines de recréer des régimes qui sont des régimes spécifiques. Est-ce qu'il faut les supprimer d'ailleurs? Est-ce qu'il faut les supprimer, les régimes spéciaux? Mais ça les cheminots, par exemple. Ceux des cheminots. Ah, les cheminots. Il faut les supprimer ou pas? Et les militaires, il faut les supprimer. Mais là, je vous pose pour les cheminots, parce que c'est eux qui étaient en grève. Et les marins-pêcheurs, il faut les supprimer. C'était les cheminots qui étaient en grève. Les policiers, il faut les supprimer. Marine Le Pen, c'était les cheminots qui étaient en grève. Non, tout le monde conteste cette réforme. Est-ce qu'il faut supprimer les régimes spéciaux des cheminots? Non, mais je pense qu'il y a des régimes spéciaux qui posent un certain nombre de difficultés, qui méritent d'être revus. C'est le cas des cheminots ou pas? Mais entre ça et dire il faut supprimer l'intégralité des régimes spéciaux, c'est tellement faux et on voit tellement d'amateurisme qu'encore une fois, ils sont en train de recréer des régimes spécifiques. Entre spéciaux
et spécifique, il ne faudrait quand même pas prendre les Français pour des poulets de l'année, si c'est possible. Bon. Juste, et puis il y a aussi un autre aspect, vous l'avez évoqué. Il y a un certain nombre de métiers qui nécessitent d'être traités spécifiquement. Encore une fois, je vous en ai donné certains. Les militaires, les policiers, les employés de la fonction de la santé, dans par cette exemple. réforme, une incitation à la capitalisation, mettre de l'argent de côté, en gros, pour faire sa retraite, notamment pour les salaires les plus élevés. Ça, vous êtes contre aussi ? Mais bien sûr, je suis contre. Mais enfin, écoutez, si quelqu'un a envie de se faire un complément de retraite par capitalisation, c'est une chose. Mais là, on supprime les complémentaires et au passage, on vole, Monsieur Le Tellier, on fait un hold-up du siècle. On vole 130 milliards des réserves des complémentaires et des régimes autonomes. Est-ce que vous vous rendez compte que les salariés dont nous parlons aujourd'hui, mais aussi ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont cotisé pour ces caisses, eh bien, sont spoliés, c'est une spoliation pure et simple, des sacrifices qu'ils font et qu'ils ont fait pour abonder ces caisses de retraite. Mais on n'a jamais vu ça de toute l'histoire. Avant d'en venir à d'autres questions, je voudrais qu'on fasse un point sur la baisse du livret A à 0,5%. Ce sera le taux du livret A désormais. Mais ça va permettre à l'État aussi d'emprunter à moins cher pour financer des logements sociaux. Donc pour vous, c'est quoi la priorité ? Oui, parce que vous croyez que je crois aux arguments qui sont donnés par le gouvernement. Ce qui se passe avec le livret A est objectivement scandaleux. Le livret A, c'est l'épargne populaire. La moyenne est très basse d'ailleurs de ces économies. Donc il faut quoi, le sanctuariser Jamais il y a eu autant de différence entre la rémunération du livret A et l'inflation. Est-ce qu'il faut sanctuariser c'est quoi cette idée d'aller faire des économies sur l'argent des gens modestes? Est-ce que c'est terriblement heurtant de faire cela, surtout quand, dans le même quinquennat, le président de la République a supprimé l'ISF pour le pourcent des Français qui sont les plus riches. Honnêtement, c'est très choquant. C'est très contraire à l'image que l'on se fait. C'est quoi la contre-proposition? De geler le taux du livret A? Mais non, mais écoutez, que le taux du livret A soit au moins au niveau de l'inflation. Enfin, vous vous rendez compte que les gens perdent de l'argent. Les plus modestes des Français qui, encore une fois, mettent leur argent dans le livret A vont perdre de l'argent. C'est ça l'action du gouvernement français? Eh bien, ça n'est pas ma vision. Et moi, effectivement, quand je serai président de la République, je n'agirai pas ainsi. En tout cas, justement, c'est l'heure de l'affichage municipal pour vous, puisque ce sont les municipales qui arrivent dans 2 mois, mais aussi la présidentielle. On va parler de tout ça avec Frédéric Saïs, éditorialiste politique à France Culture. Bonjour Frédéric. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Francis. Les municipales ne sont pas un scrutin facile forcément pour le RN. On vous a suivi en campagne à Nangy, en Seine-et-Marne, vous y étiez hier, quelques jours après vos vœux où vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle de 2022. C'est, je crois, fondamentalement une marque de respect pour vous de ne pas vous cacher ni mes intentions, ni mes objectifs, ni les moyens que je me donne pour les atteindre. C'est donc très tôt que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle. Je crois que ça n'a pas vraiment été une surprise pour personne. Vous l'avez décidé quand? Je l'ai décidé déjà il y a un certain nombre de mois. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous en empêcher? Passer sous un camion, pas grand-chose. La volonté de Dieu qui mettrait devant moi des obstacles qui m'empêcheraient physiquement. Et il y avait un livre comme ça qui était de Xavier Méniguet que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait « Survivre en milieu hostile ». Ben, ça m'a bien servi en politique, vous savez. Survivre en milieu hostile. Et elle a 2 ans. Elle a toute époque-là, les gens vous êtes mis en tenue pour monter à cheval? C'est-à-dire que vous voyez, quand on est dans la gadoue, c'est mieux d'avoir mes chaussures que les vôtres. Marine Le Pen qui vient visiter votre centre équestre, qui est happée par finalement déjà un peu la campagne nationale. Vous n'êtes pas un peu déçu? Non, déjà, c'est une joie et un honneur de la recevoir. Mais là, elle est en train de répondre sur des sujets nationaux. Oui, mais c'est pas grave, ça. Elle fait les deux. Elle est venue parce que c'est une passionnée de chevaux. Déjà, elle est venue sur Nangy. C'est une passionnée de chevaux. Donc, elle joint l'utile à l'agréable, on va dire. Mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté de monter. Mais je m'y remettrai un jour. J'ai dit après la fin de mon 2e mandat. Attention, parce que je suis pour le septennat non renouvelable. Hein. Donc ça veut dire 5 ans puis 7 ans. Hein.
Ça fait 12 ans. Est-ce qu'une campagne, c'est aussi une guerre d'image, Madame Le Pen? Non, mais c'est une course. Et un peu de dressage. Marine Le Pen, Frédéric Saïs. Oui, vous êtes donc candidate à la présidentielle de 2022. Alors au moment où le pays traverse de tels enjeux dont on vient de parler, est-ce que vous pensez vraiment que les Français ont la tête à la présidentielle? Alors, je pense qu'ils ont absolument besoin d'espoir, d'espérance, de voir que Emmanuel Macron, c'est pas une fatalité et que la politique qu'il met en œuvre n'est pas une fatalité. Vous placez en recours si les choses tournent. Oui, ils ont besoin de se projeter, c'est sûr. Ils ont besoin de se projeter, y compris dans la préservation de notre système de protection sociale, par exemple. Vous savez, moi, je suis pas dans les fausses pudeurs. Je suis quelqu'un d'assez franc. À partir du moment où je réfléchis à la présidentielle, je vous dis je réfléchis. Le jour où j'ai pris ma décision, je vous dis j'ai pris ma décision. Vous voulez me montrer que vous allez mettre de longs mois pour vous préparer, pour contraster avec la dernière présidentielle où vous aviez donné l'impression d'être totalement impréparé? Oui, enfin ça c'est ce que vous dites en Vous l'avez l'occurrence. reconnu vous-même. Enfin, notre programme des présidentielles de 2017 était tellement bon qu'un très grand nombre de responsables politiques, depuis, sont allés chercher des idées dedans. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à influencer. Vous verrez que je suis sûr que sur le communautarisme, le président de la République essaiera d'aller gratter un peu quelques idées dans notre projet. Donc non, mais c'est vrai que ça nécessite du temps de se préparer à une présidentielle, bien sûr, et d'autant plus que l'état du pays est, je le crois, extrêmement inquiétant. Sur la méthode. Je suis obligé de vous le dire, en matière d'insécurité, d'immigration, de la fragilisation de notre système de protection sociale, du chômage de masse, tout nous dit que la situation du pays est aujourd'hui inquiétante et que donc il faut travailler à la mise en œuvre d'une alternance qui soit évidemment radicalement différente de la politique d'Emmanuel Macron. Vous êtes autodésignée comme candidate du Rassemblement national. Vous n'avez pas attendu de savoir s'il y avait d'autres prétendants qui seraient éventuellement intéressés. Vous n'avez pas fait voter les militants. Est-ce que c'est le fonctionnement démocratique d'un parti moderne? Oui, vous m'avez mal entendu alors, puisque j'ai exprimé très clairement que j'étais candidate, mais que tout ça a été sous réserve, bien entendu, de la validation de ma candidature par le mouvement qui aura lieu l'année prochaine. Une primaire ouverte? Non, pas de primaire ouverte, non merci, on a vu ce que ça donnait chez les autres, et vous voyez, on a bien fait de ne pas tomber dans cet effet de mode. Donc la chef dit les militants valident. Non, c'est un vote, ça s'appelle la démocratie, monsieur. Vous voyez, on se réunit, et puis ceux qui ont le droit de vote, votent. Et en l'occurrence, les adhérents du Rassemblement national, comme ils l'ont fait lors de la dernière présidentielle, comme ils l'ont fait lors de la présidentielle précédente, vont voter pour élire la présidente, ou le président d'ailleurs, du Rassemblement national, et ce président sera candidat à la présidence. Votre ancien allié de cette présidentielle 2017, Nicolas Dupont-Aignan, vous l'avez peut-être entendu cette semaine, il estime que votre candidature va rendre service à Emmanuel Macron en rejouant le match de 2017. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'il est pessimiste et qu'il a tort et qu'il sent mal ce qui se passe dans le pays. Il sent mal que les Français aujourd'hui ont pris conscience qu'on est au bout, en réalité, de la logique de la politique ultralibérale d'Emmanuel Macron, de sa politique de laxisme en matière de sécurité, de laxisme en matière d'immigration. Et beaucoup prennent conscience qu'il faut rompre avec cette politique. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron disent aujourd'hui « je ne voterai plus jamais pour Emmanuel Macron, ni pour quiconque qui puisse ressembler à cette politique ». Une autre, Ségolène Royal, avait voté en 2017 pour Emmanuel Macron. Elle ne s'en est pas cachée. Elle va bientôt être démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Elle dénonce une volonté de la faire taire. Est-ce qu'elle a raison? Oui, enfin, pardon, mais quand Ségolène Royal soutenait avec beaucoup d'énergie la liste de Nathalie Loiseau aux élections européennes, c'est-à-dire la liste En Marche, personne ne lui a reproché de rompre avec son devoir de réserve. Donc ça dépend des moments. Si ça va dans le sens du pouvoir, on ferme les yeux. Si les critiques s'expriment contre le pouvoir, à ce moment-là, le pouvoir... Donc vous défendez Ségolène Royal? Non, je ne défends pas Ségolène Royal, mais si vous voulez, j'ai le sentiment quand même que ce gouvernement est sans foi ni loi. Quand je vois M. Denormandie, qui est ministre, nous expliquer que, alors qu'il devrait s'occuper de sa fonction de ministre, il va faire le tour des municipalités pour lutter contre le Rassemblement national. Quand je vois qu'aux Européennes, le président de la République a organisé des débats dont la CNCCFP, la Commission des comptes de campagne, vient de dire qu'ils auraient dû être intégrés dans les comptes de campagne des Européennes, qu'il a fait une tribune qui aurait dû être intégrée dans les comptes de campagne des Européennes. Quand je vois que les préfets, le préfet des Antilles, par exemple, refuse de recevoir les
les élus Rassemblement National qui sont en déplacement là-bas. Tout ça me fait dire que ce gouvernement ne respecte plus les règles qui sont celles de notre République. Quant à Mme Ségolène Royal, elle a un poste, comme il existe des dizaines de postes dans lesquels on met les amis, soit parce qu'on veut les faire taire, soit parce qu'on veut avoir Elle a bénéficié d'un traitement leur de faveur soutien. à un moment, donc. Alors on les met sauf ambassadrices de je ne sais quoi, on les met à la tête de grandes administrations, on les met ceci, cela. Pour la suite. C'est ce que, excusez-moi, mais c'est ce que un de vos confrères, qui s'appelle Vincent Jauvert, dénonce dans un livre qui s'appelle Les Voraces. Journaliste du Nouvel et qui est Observateur. assez cruel, il faut bien le dire. Ségolène Royal qui d'ailleurs dit qu'elle pense désormais à 2022. Elle lance une structure dédiée. Pour vous, ça sera une adversaire sérieuse, coriace? Désir de France, c'est le nom de sa structure. C'est bien, mais elle, vous lui demandez pas si elle sera soutenue par son mouvement et si elle part pas avant Non, mais d'avoir est-ce que ce eu serait une adversaire Quand elle sera là, on lui demandera. Est-ce que ce serait pour vous? Mais nous verrons bien. Vous lui dites bienvenue dans la Mais compétition? très bien, moi je pense que tous ceux qui souhaitent être candidats à la présidentielle peuvent apporter quelque chose au débat. Ça ne me pose aucune difficulté. Je vois que tout ça est très bleu, blanc, rouge en plus, et donc évidemment ça ne peut que me plaire. Avant cela, il y aura les municipales dans maintenant moins de 2 mois. Vous alignez 600 listes sur les 35 000 communes de France. Pour un parti qui se dit le premier de France, c'est très peu. Vous avez toujours du mal à vous implanter. Ah bon? Ben moi, il me semble que, comme parti politique, nous ferons partie de ceux qui présenteront le plus de listes, en réalité. 600 listes Ah oui. sur l'ensemble du pays? Oui, d'accord, mais vous savez qu'il y a 96% des communes qui font moins de 9 000 habitants. Justement. Et dans lesquelles il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas étiquetés d'un parti politique. Vous allez déposer un recours, d'ailleurs, contre la Oui, décision du ministre de voilà. l'Intérieur. Donc nous sommes présents dans beaucoup de municipalités. J'espère que nous allons gagner. Mais vous allez quand même déposer un recours contre le non-étiquetage de ces listes dans les communes de moins de 9 000 habitants. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce que, en l'occurrence, ça fait disparaître plus de 50% des électeurs et 96% des communes. Et moi, je pense que au moment où les Français ont besoin d'être entendus, ont besoin d'être respectés, il faut évidemment que les résultats dans leur commune puissent être présentés le soir du premier tour sur les plateaux de télévision. Donc, ce sera un recours Donc, on fera un recours devant le Conseil d'État, comme d'ailleurs l'a déjà enregistré, me semble-t-il, un certain nombre d'élus LR et socialistes. Emmanuel Macron va présenter dans les prochaines semaines un plan de lutte contre le communautarisme. Vous dites, sur le fond, tant mieux, je suis d'accord, ou vous dites, il me vole l'un de mes thèmes de prédilection? Mais non, mais je dis rien de tout ça. Je dis que je ne crois pas du tout à l'efficacité d'Emmanuel Macron. Ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir. Le communautarisme est un véritable cancer. Il est en train de se développer partout sur notre territoire. Il n'a rien fait, il n'a rien dit dans ce domaine. Et donc, je le crois parfaitement impuissant à lutter contre le communautarisme. Parce que pour lutter contre le communautarisme, il faut en même temps être lucide et courageux. Il n'est, je crois, dans ce domaine ni l'un ni l'autre. Merci Frédéric d'être venu sur le plateau de Dimanche en Politique. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation.